je m'intéresse à l'économie sociale sans avoir les deux mains dans la pâte, comme vous. Je m'intéresse à l'économie sociale comme une force qui peut transformer le réel, et un réel qui a vraiment besoin de transformation. Et je vais vous dire ce que j'en pense en prenant le risque d'être à côté de la plaque. Alors, Woody Allen a dit un jour, « J'aimerais commencer avec un mot d'espoir, mais je n'en ai pas. Est-ce que deux mots de désespoir pourraient faire l'affaire? » Alors, je vais commencer avec un mot de désespoir, mais je ne vais pas finir là-dessus. Je tiens à vous aviser tout de suite pour qu'il n'y ait pas trop de départ. Michel Rocard, un ami de Louise, ancien premier ministre de France et une des personnes les plus intelligentes que je connaisse, a dit « Encore 2 ou 3 crises économiques comme celle qu'on vient d'avoir, et on pourra changer. » Il dit « Attends. Le « on pourra changer », ça va. Mais encore 2 ou 3 crises, pourquoi? Et il dit, bien simplement parce que ceux qui ont organisé le système capitaliste de façon à ce qu'on ait la crise n'ont rien appris, sont toujours au pouvoir, sont toujours dans les centres de décision, et pour ceux qui ont craint pendant 1 mois ou 2 de perdre leur salaire, ils l'ont retrouvé. Et donc, il n'y a aucune possibilité réelle que les modifications soient faites autrement que cosmétiques avant la prochaine crise, qui ne sera pas exactement la même que celle-ci, mais qui est inévitable. Et la suivante, parce que lui, il les connaît. Il dit 2 crises, ça ne suffira pas. Ça va en prendre 3. Je pense qu'à 3, à la fois, les élites vont être très ébranlées et à la fois, la population va en avoir assez. Ce qui est intéressant de la dernière crise, c'est qu'on a vu un grand sondage international a montré que l'idée du néolibéralisme et même l'idée du capitalisme est maintenant critiquée par des majorités dans presque tous les pays, sauf les États-Unis. Vous me direz, c'est une grosse exception. Oui, c'est une grosse exception. Mais quand même, on voit que l'idéologie qui a conduit à la crise, elle est discréditée dans l'opinion. L'opinion ne sait pas par quoi remplacer ça. Et personne ne leur dit exactement par quoi, parce que aussi, l'opinion est très, avec raison, frileuse face aux utopies. Quelqu'un qui arrive et dit ça va être le communisme, ça va être le socialisme, ça va être l'anarchie, ça va être autre chose, l'écologie économique, même si ça peut être décrit de toutes sortes de façons. Les gens, ils ont peur des utopies avec raison. Les utopies ont fait des millions de morts. Le capitalisme aussi. Mais au moins, ils le connaissent, sont à l'intérieur. Donc, on est dans cette situation d'entre-deux. Où se place l'économie sociale et solidaire là-dedans? Bien, d'abord, on vient de voir que pendant la crise, c'était un rempart. Un rempart parce que les sociétés comme le Québec, où il y avait un important secteur d'économie sociale et solidaire, sont celles qui ont été les plus résilientes dans la crise, sont celles qui ont été les moins frappées par la crise. C'est le type d'organisation sociale qui a l'extraordinaire avantage de ne pas être coté en bourse. Alors, lorsque la bourse tombe, les coopératives les regardent tomber. Parce que la coopérative n'est pas en bourse. Donc, peu importe la variation de la valeur de la coopérative. De la même façon, le premier employeur privé au Québec, vous savez, c'est le Mouvement Desjardins. Et c'est vrai qu'au Canada, par conservatisme, très critiqué par les néolibéraux, les banques canadiennes ne s'étaient pas engagées autant que les autres dans la folie du capitalisme financier qu'on a connu aux États-Unis. Donc, on a été protégé par ça, et la loi québécoise a protégé aussi. Mais lorsque la valeur des autres banques a chuté, le Mouvement coopératif n'est pas en bourse. Sa valeur ne peut pas chuter. Évidemment, Desjardins avait fait quelques mauvais investissements. Donc, dans son portefeuille d'investissement, il y a eu des pertes, mais pas dans sa valeur à elle-même. Le deuxième employeur privé au Québec, vous savez c'est qui? C'est le réseau des CPE. Alors, le réseau des CPE n'est pas en bourse et n'a pas de portefeuille d'investissement à risque. Hein? Ils ont une petite cagnotte, ils n'ont pas de portefeuille. Alors, le deuxième employeur privé au Québec n'a eu aucune difficulté avec la crise financière. Et un des 5 premiers employeurs au Québec, c'est la Coop fédérée.
Le premier employeur privé aux États-Unis, vous savez c'est qui? Quelqu'un? Walmart. Walmart, c'est le premier employeur au monde. Au monde. Mais, eux, quand il y a la crise, il y a encore plus de gens qui vont chez eux. Alors, c'est pire. C'est comme M. McCain, qui est mort récemment, M. McCain savait que si vous voyez qu'il y a une crise qui arrive, investissez dans McCain, parce que pendant la crise, les gens mangent plus de frites. Vendez toutes vos actions dans le brocoli, parce qu'il y a un passage du brocoli aux frites. Puis si vous aviez des actions dans les concombres portugais, là, je vous plaît. Donc, l'économie sociale est un rempart pendant la crise. Aux États-Unis, on a fait les calculs de la crise précédente, et dans la crise précédente, là, du début des années 2000, l'emploi avait reculé dans l'économie normale de 2,5 % pendant la crise 2000-2004. L'économie sociale et solidaire avait augmenté son emploi de 2 % pendant la crise. Alors, non seulement les emplois sont stables, sont résilients, mais même pendant la crise, ils augmentent. Alors, puisqu'on sait qu'il va y avoir 2 ou 3 crises avant de se rendre compte qu'il faut changer, ben, la conclusion, c'est que les sociétés qui auront plus d'économie sociale et solidaire vont être plus résilientes et vont limiter la misère humaine, parce que c'est de ça qu'on parle. Des millions de chômeurs, des baisses de revenus, des baisses de niveau de vie, des pertes de maisons. Donc, si on veut, en regardant les crises à venir, limiter la misère humaine, il faut plus d'économie sociale et solidaire. Ça, c'est la première chose. C'est un rempart. La deuxième chose, c'est que c'est un programme aussi. C'est un programme parce que moi, lorsque je pense au capitalisme, bon, évidemment, il y a le capitalisme financier qui nous a mis dans ce marais épouvantable. Il y a les inégalités de revenus qui, aux États-Unis, sont devenues fous. On est de retour à la situation d'avant la Deuxième Guerre mondiale, d'avant la crise des années 30. Maintenant, c'est la plutocratie américaine, c'est terrible. 1 %, il y a 1 % des Américains les plus riches. Normalement, là, depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 70, ils mettaient dans leur poche 8 % de tous les revenus de l'année. 1 % de la population prend 8 % des revenus. Ah, c'est pour ça qu'ils sont riches. S'ils prenaient juste 1 % des revenus, ils ne seraient pas riches. Bon, 8 % des revenus pour le 1 %, c'est l'inégalité normale qu'on a connue pendant plusieurs décennies. Sous Reagan, c'est passé de 8 à 14 %. Sous Bush Ier, c'est monté à 17 %, puis sous Bush II, c'est rendu 21 %. Ça veut dire, et ça, là, je ne parle pas des héritages transmis de générations de plutocrates aux jeunes plutocrates et aux petits-enfants plutocrates. Je parle des revenus annuels. Alors, lorsque les gens comme François Legault ou l'Institut économique de Montréal disent « les Américains ont 45 % plus de revenus que les Québécois », d'abord, c'est faux. Et deuxièmement, ça n'inclut pas, ils ne calculent pas là-dedans que 21 % du revenu est dans la poche du 1 % le plus riche. Alors, les gens comprennent, il y a dit ça au verdict, imaginez, 800 000 personnes. Les gens ont compris que si Nicole ou des amis ici déménageaient aux États-Unis en gardant le même emploi, il y aurait une augmentation de salaire de 45 %. Non, non. C'est si tu es président de la Banque nationale et que tu ne fais que 6 millions de dollars par année, j'invente pas le chiffre, et tu déménages à Chicago, tu vas faire 42 millions par année. Mais si tu travailles à Shop, ton niveau de vie va baisser parce que tu n'es pas dans le 1 %. Alors nous, avec Pierre Fortin, qui n'est pas un économiste de gauche, on a fait le calcul, on a dit, OK, on va les enlever le 1 % du calcul. Hein? On leur donne. Les riches américains sont plus riches que les nôtres. OK. OK. Maintenant, les autres. 95 % des Américains et des Québécois, comment compare-t-on le niveau de vie? C'est dans l'actualité en ce moment, c'est sur le blog aussi. 95 % des citoyens québécois ont un meilleur niveau de vie que 95 % des citoyens américains. Et si les Américains nous accotent, c'est parce qu'ils travaillent en moyenne 270 heures par année de plus pour nous accoter à avoir le même niveau de vie que nous. Alors, comme du temps, c'est de la richesse, en fait, on a un meilleur niveau, une meilleure qualité de vie qu'eux. C'est possible.
d'augmenter la richesse d'un pays en appauvrissant la majorité de ses habitants. L'Amérique a une économie plus riche que la nôtre, mais beaucoup plus de gens moins riches que chacun de nos citoyens. Alors, les économistes qui disent, mais ce qui est important, c'est le PIB. Moi, je dis, s'il y a des PIB dans la salle, c'est vrai, vous devriez aller aux États-Unis. Mais les personnes, votre choix, c'est ici. Alors, je dis ça pour vous dire qu'il y a ça, il y a l'inégalité de revenus, il y a la crise écologique aussi. Donc, on sait, on a vu les chiffres encore cette année de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre l'an dernier, de carbone. C'est plus qu'on pensait, on va plus rapidement qu'on pensait vers la crise écologique qui sera provoquée si on dépasse de 2 degrés le niveau historique, puis on va probablement le dépasser dès 2030. Puis ensuite, il y a la crise de la diversité biologique. Dans les années 80 encore, en tant que planète, en tant que citoyen, en tant que terrien, on consommait un peu moins, 90-85% de ce que la Terre peut régénérer chaque année, de notre moisson de ressources naturelles et de ressources renouvelables. Depuis l'an 2000, on en consomme, c'est-à-dire depuis l'an 2000, on en consomme 100%. Là, on est sur le bord de passer à 130%. Et en 2030, on va en consommer 200%. On va faire comme si on était sur 2 planètes. Alors, de toute évidence, ce n'est pas soutenable. On est dans un système capitaliste dont, dans le code génétique des entreprises, il y a la nécessité. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, ce n'est pas de la méchanceté, c'est le système qui est fait. Il faut constamment accroître la production et accroître la consommation. Le système veut ça. Si tu es coté en bourse et que tu ne fais pas ça, tes actionnaires qui n'ont aucune loyauté, c'est fini la loyauté des actionnaires, vont vendre ton action et en acheter une autre chez quelqu'un qui fait ça. Tu es pris, tu es dans le piège du capitalisme. L'économie sociale et solidaire n'est pas dans ce piège. L'économie sociale et solidaire peut décider d'être en forte croissance. Hein? Desjardins, quand Alphonse et son épouse, dont on sait maintenant qu'elle était très, très importante dans la création du mouvement Desjardins, quand ils ont fait leur première caisse populaire, ils auraient pu se dire, bon, ça suffit, on est à Lévis, dans le sous-sol de l'église, puis c'est correct. Évidemment, ils avaient un projet de donner un instrument bancaire, financier, aux Canadiens français qui n'avaient pas accès aux grandes banques. Donc, ils ont voulu croître et ils veulent continuer à croître. Okay? Mais c'est la volonté des membres et de la direction de croître. Rien dans le code génétique du mouvement Desjardins ne pourrait pas leur dire « ça suffit, on a assez de membres ». Notre but, c'était de servir cette communauté avec nos employés. On est en train de la servir, on la sert bien, on peut devenir plus efficace, plus innovateur, mais il n'y a pas de raison de dépasser notre objectif. Des tas d'OSBL, notre but, c'est de gérer un cinéma sur la rue Beaubien. Ce n'est pas d'avoir une chaîne de cinéma. Elle peut durer 1000 ans comme ça. Rien ne l'empêchera de continuer à être un succès pendant 1000 ans s'il y a seulement un cinéma Beaubien qui est une entreprise d'économie sociale. Le code génétique de l'économie sociale et solidaire permet de voir les choses en sortant de la logique de la croissance et de la consommation infinie. Donc, c'est une des clés du passage. Moi, quand je regarde comment est-ce qu'on va sortir du capitalisme, et moi, je pense qu'il faut, on va finir par devoir en sortir parce que la planète ne nous permet pas de poursuivre sur cette voie.